Xavier Zitelmann, pourquoi est-ce qu'il nous en veut, Poutine, ce soir? Parce que nos armes sont efficaces, celles qu'on livre aux Ukrainiens? Très clairement, on donne du matériel de pointe. En fait, le gros avantage de la France, ou plutôt c'était au début très compliqué, nos voisins européens d'Europe de l'Est, ils pouvaient donner tout de suite du matériel soviétique, un peu modernisé, que les Ukrainiens pouvaient prendre très facilement. C'est pour ça qu'en volume, en réalité, on n'a pas donné beaucoup en valeur. Par contre, le matériel qu'on a donné, les Césars, les mortiers, les tenues, ce sont des équipements qui font énormément de dégâts. Et un mortier ou un système d'équipement, un César français, fait beaucoup plus de dégâts que le nombre ou la valeur équivalente qui aurait été donnée par l'Allemagne ou la République tchèque. Ça vous inquiète, Benjamin Haddad, de voir que là, deuxième fois en 2-3 semaines, que l'ambassadeur français est convoqué à Moscou, ça vous inquiète que cette tension soit encore plus forte entre la France et la Russie aujourd'hui ? Bon, déjà, je crois qu'il ne faut pas particulièrement désigner notre cas plutôt que les autres, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a un bras de fer entre les Occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Et la France est avec ses alliés. Vous avez le rappelé à l'instant, hein, c'est vrai que les livraisons d'armes de la France, que ce soit les formations de personnel ukrainien, que ce soit les armes anti-aériennes, anti-chars au débat et la montée en gamme, notamment sur les canons César qui sont particulièrement précis, ont un impact et que la France est déjà engagée à en livrer d'autres. Mais on voit bien que là, on est dans une tentative d'intimidation diplomatique. Il y a peut-être d'ailleurs même une visée sur notre opinion publique pour essayer d'appuyer les forces, les uns et les autres dans les débats européens qui commencent à poser des questions sur les sanctions, sur les livraisons d'armes. Donc ça va être une stratégie de la Russie dans les prochains mois, alors qu'elle est en difficulté sur le terrain, d'essayer d'ouvrir un front dans les opinions publiques européennes pour diviser. Donc il ne faut pas se laisser intimider par ce type de manœuvre diplomatique. On verra ce qu'en pense Paul Gauguin à Moscou dans une seconde, mais tout ça intervient, Xavier Zitelmann, au lendemain de la révélation par Jean-Marc Bruno, dans le Figaro, de la présence sur le sol ukrainien de 50 agents de la DGSE. Évidemment, les Russes étaient forcément au courant que des agents français étaient sur le terrain ukrainien, mais que ça commence à se savoir, etc. C'est le genre de choses qui peut aussi crisper un tout petit peu. Il est normal, et heureusement, que tous les pays occidentaux aient des agences sur le terrain pour suivre ce qu'il se passe, pas que des agents de la DGSE. Je pense que les agents de la DRM, la Direction du renseignement militaire, sont également là-bas pour récupérer un maximum de matériel, pour pouvoir l'analyser, pour avoir du retour d'expérience au profit de notre propre armée. Donc là, on le révèle, ça s'officialise le nombre, alors je ne sais pas s'il est valable, mais on a certainement beaucoup plus de monde que ça, mais qui ne sont pas des combattants, ce sont des services de renseignement, et ils se doivent d'être présents sur les théâtres d'opération, comme c'était le cas face à l'État islamique par exemple. Vous n'avez pas réagi sur les 50 agents français. Le chiffre est donné par le Figaro. Comment est-ce que vous analysez ça, vous? Est-ce que c'est le genre de choses, d'informations, quand elle sort, qui tendent encore un peu plus la situation? Non, déjà, moi, j'ai évidemment pas d'informations particulières sur ce cas précis. Après, je pense encore une fois qu'on est en ce moment dans un bras de fer avec Moscou. Depuis longtemps. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Ce n'est pas du tout exclusif, à mon avis, de pouvoir avoir un dialogue diplomatique avec la Russie, puisqu'un dialogue diplomatique, c'est aussi un rapport de force. C'est-à-dire qu'on peut d'un côté essayer de mettre le plus de pression économique et militaire sur la Russie en soutenant les Ukrainiens ou par les sanctions, et d'avoir un dialogue. Alors là, le dialogue est compliqué parce que la Russie s'y refuse depuis des mois naturellement. Mais par exemple, le fait de mettre la Russie sous pression n'avait jamais empêché l'administration américaine dans la guerre froide ou même après, plus récemment, n'a jamais empêché les présidents américains de s'asseoir avec les Russes et de parler des contrôles d'armement, de grandes questions multilatérales. Et puis, Moscou voit bien deux choses, voit que les Ukrainiens avancent, notamment grâce aux armes françaises, ce qui les irrite, et on le lit dans les communiqués officiels. Ils voient que les Ukrainiens avancent, 400 km² gagnés en une semaine dans la zone de Kherson. Et puis, ils savent aussi ce qui se passe dans l'armée russe. Et là, on a des images qui commencent à nous arriver, images assez sidérantes, on va voir ça là tout de suite, de quasi-mutinerie de la part des réservistes qui viennent d'être enrôlés. Ce que vous allez voir a été tourné dans une ville russe, juste à côté de la frontière ukrainienne, à Belgorod. Les soldats russes se plaignent bruyamment, on va les entendre, de leurs conditions. Regardez. Nous sommes maintenant dans la région de Belgorod. On est environ 500 avec des armes, mais nous ne sommes affectés à rien. Nous vivons dans des conditions absolument terribles depuis une semaine, absolument horribles. Pas d'approvisionnement en matériel, pas d'argent pour vivre. Le premier jour où on est arrivé ici, on était dehors. Pareil le deuxième et le troisième. 90% des gens sont malades ici. Montrez vos armes. Regardez combien d'armes on a.
Nos armes datent des années 70, 80. Les gens sont malades. Ils ont des pneumonies, de la fièvre. Et la majorité des gens n'ont ni casque ni armure. Voilà pour ces images qu'on va commenter évidemment. Je commence par vous, Paul Gogo, évidemment. Paul, est-ce que ce que l'on vient d'entendre, c'est représentatif de l'état des troupes et notamment des réservistes qui viennent d'être mobilisés? Alors c'est très difficile à dire et je voudrais préciser que comme correspondant à Moscou, nous n'avons pas accès à tout ça, nous n'avons pas accès à ces terrains d'entraînement. Et en fait, comme vous, on voit apparaître ces vidéos qui sont, il est vrai, très nombreuses à apparaître en ce moment sur les réseaux sociaux. Celle que vous venez de montrer est vraiment effectivement parlante. Et elle vient s'ajouter à un certain nombre d'autres vidéos dans lesquelles, effectivement, des Russes se plaignaient de passer des nuits dehors, de manquer de matériel, de devoir s'acheter leur nourriture eux-mêmes. Et puis, on n'a aucune idée des budgets, de combien de roubles chaque région peut recevoir, d'où viennent les équipements, est-ce qu'il y a des équipements, de la nourriture. Tout ça confirme au moins que cette mobilisation, elle n'était pas prévue par Vladimir Poutine jusqu'à peu avant cette annonce, et que tout ça, c'est du dernière minute et quelque part du bricolage. Xavier Dittelmann, vous regardiez attentivement les armes que brandissaient les soldats. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, sur ces images? C'est des vieilles armes des années 60, 70. Ça ne correspond pas du tout au standard officiel de l'armée russe d'aujourd'hui. Mais à la limite, c'est représentatif de ce qu'on voit aussi sur le terrain en Ukraine aujourd'hui. Là, dans les dernières semaines, on n'a jamais vu autant de chars T-62. Donc c'est le modèle de 1962 non modernisé qui a remplacé les chars T-90 qu'on avait dans le début de la guerre. Donc il faut bien comprendre que les équipements détruits au début de la guerre sont remplacés par des équipements de piètre qualité. Et forcément, on a découvert il y a 10 jours qu'il manque 1,5 million de tenues d'hiver, de combats d'hiver. On sait que les Russes essayent d'en acheter par des moyens détournés, notamment par la Turquie qui l'a officialisé. Les Russes essayent d'acheter du matériel qu'ils sont censés avoir. Ils n'ont rien pour équiper ces hommes. Ils n'ont pas de dortoir. Ils ont des Kalachnikov rouillés. On le voit sur ces images, c'est pas du matériel qui est apte au combat. Et en phase 2, on a des Ukrainiens qui sont de mieux en mieux équipés. Donc on sait que c'est des gens qui vont aller à l'abattoir, malheureusement. Xavier Dittelmann, comment est-ce que vous expliquez l'état général de l'armée russe? Là, vous nous expliquez quand même on avait quand même ce sentiment que c'était potentiellement la deuxième armée du monde. Comment vous expliquez cet état général? J'en suis désolé, mais j'ai contribué à cette impression. J'étais convaincu. Je vais donner juste un exemple qui est pour moi ultime, c'est la défense aérienne. On était persuadé que la défense aérienne russe était la meilleure du monde. Ils avaient même réussi à convaincre les Turcs à acheter des équipements de défense à 2,4 milliards de dollars. À tel point que les Turcs s'étaient fâchés avec tous leurs alliés qu'ils avaient été sortis d'un programme d'armement avec les avions de chasse de 5e génération. C'est une passoire. Leur défense aérienne n'est pas capable d'arrêter des missiles des années 90. Et tout est comme ça. Donc systématiquement, on découvre finalement c'est mauvais, les chars fonctionnent pas, leurs avions de chasse, ils n'ont pas de missiles de précision depuis quasiment 6 mois, ils n'ont plus aucun système de guidage pour tirer des missiles de précision. Donc leurs avions de chasse de dernière génération, ils les font voler en très basse altitude et ils se font shooter à l'épaule. Le 26 septembre, quand il y avait ces grandes difficultés dans le Nord, ils ont voulu faire un effort, envoyer des avions de chasse. Ils ont perdu 4 avions de chasse sur la journée, les Russes. Les avions de chasse, les bombardiers russes ne peuvent plus passer la ligne de front. On est sur une situation qui est dramatique. À Kherson, dans le sud, les soldats russes, il y a tellement de communications cryptées qui sont totalement HS parce qu'il y a vraiment une efficacité de ce côté-là pour les Ukrainiens qui sont bien équipés maintenant. Ils ont appelé au secours sur les réseaux sociaux. Au secours, venez nous aider. Mais c'est une armée qui est en déconfiture. Et c'est pas, en fait, d'envoyer des personnels qui n'ont aucune formation au bout de 2 semaines avec du matériel du Moyen-Âge que ça va changer quoi que ce soit. En face, ils ont maintenant des caméras thermiques en de plus en plus grand nombre. Ils peuvent se battre la nuit. Ils ont des systèmes de guidage. Ils ont leurs drones pour viser. On leur envoie des missiles et des systèmes. Bon, c'est plié, quoi. Ah oui. En gros, l'Ukraine va gagner la guerre. L'Ukraine va gagner la guerre. Mais je le dis depuis le mois d'avril. On attendait le croisement des courbes. La Russie, structurellement, a une puissance qui est déclinante. On a en face de ça l'Ukraine qui est de plus en plus puissante. Et on est dans la phase où maintenant c'est des dominos. Chaque échec, chaque défaite russe fait que les Ukrainiens sont de mieux en mieux armés. Ils avaient une armée de 700 000 hommes, mais ils en avaient que 180 000 qui étaient capables de combattre parce qu'il manquait de matériel. Sur un mois, les Ukrainiens ont réussi à récupérer quasiment 600 véhicules blindés de tout type qui permettent d'avoir encore plus de capacité de combat. Donc oui, ce n'est qu'une question de temps, et plus le temps va passer, plus ces Russes vont s'effondrer. Benjamin Haddad, juste une chose, c'est plié? Moi, je partage
c'est clair que la dynamique aujourd'hui est en faveur des Ukrainiens. Et en plus, les Ukrainiens sont capables de le faire avec énormément d'intelligence. Quand on voit la façon dont ils sont en train de manœuvrer sur le terrain, vous voyez, donc ils lancent une opération au sud et à l'est, mais des opérations qui sont différentes. C'est-à-dire qu'à Kherson, ils sont plus dans une opération de siège, d'attrition. Ils avancent progressivement. Ils sont en train de repousser les Russes qui reculent, qui essaient d'éviter l'effondrement, donc qui reculent progressivement. Alors qu'en revanche, à l'est, on les a vus très mobiles, à manœuvrer très rapidement, à encercler, à changer. Donc même d'un point de vue tactique sur le terrain, en fait, on voit qu'ils se font de façon différente. Après, évidemment, il y a un enthousiasme, une dynamique politique côté ukrainien qui est incontestable. Quand j'étais en Ukraine en août, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'ils ont mobilisé tous leurs hommes. Et donc, ils sont prêts à tous se battre. Alors qu'on voit au contraire à quel point c'est difficile sur le plan politique pour Vladimir Poutine de faire une mobilisation. Il fait qu'une mobilisation partielle est déjà très contestée. Et on va voir, ça va mettre du temps pour les déployer sur le terrain. Et évidemment, il se refuse à faire une mobilisation générale. On sent aussi le coût économique qui commence à porter sur la Russie, qui a de plus en plus de mal à importer les métaux, les pièces détachées dont elle a besoin notamment pour son effort militaire. Et le fait de ne plus avoir de marché d'exportation de gaz va aussi commencer. Puis il y a un 8e train de sanctions européen là. Et il y a un 8e train de sanctions sur le pétrole notamment qui a été adopté aujourd'hui. Donc tout ça va commencer à peser sur les recettes. Alors après aussi, la question c'est comment est-ce qu'on définit une victoire. Par exemple, l'objectif initial de Moscou, c'était d'occuper Kiev et de renverser le régime. Ça, déjà, c'est une défaite. Et non seulement c'est une défaite, c'est une plate défaite, puisque il a, au contraire, mais galvanisé le sentiment national ukrainien, l'identité ukrainienne, mais pour toujours. Et rapprocher encore plus l'Ukraine de l'Europe aussi. Mais bien sûr, rapprocher l'Ukraine de l'Europe, de l'OTAN, il a perdu l'Ukraine pour toujours. Si c'est revenir avant les frontières du 24 février, là effectivement il va falloir avancer notamment sur Kherson. Si on repousse qu'à la Crimée, là c'est encore un autre débat. Mais politiquement, diplomatiquement et pour d'ailleurs la réputation de l'armée russe, je veux dire, c'est une défaite cinglante pour Vladimir Poutine. Paul Gogo, depuis Moscou, alors vous disiez effectivement, les Russes n'ont pas forcément tous accès aux images que l'on vient de voir, notamment de quasi-mutinerie dans les rangs russes, mais on se dit que c'est sur ces soldats que l'on vient de voir, malades, mal équipés, mal informés, que repose l'avenir de la guerre côté russe et de l'avenir aussi de Vladimir Poutine. Alors c'est possible, mais une chose est certaine, même si les Russes ne voient pas forcément ces images-là, là, toute cette situation, tout ça, la mobilisation, la guerre, tout ça, c'est vraiment arrivé dans le domicile des Russes. C'est pas qu'une expression, parce qu'il y a plein de villages, il faut vraiment s'en rendre compte, où les familles font des appels aux dons pour pouvoir acheter le matériel qu'ils vont ensuite envoyer aux hommes qui viennent d'être envoyés ou bien sur le front, bien dans un premier temps sur des bases pour s'entraîner. L'avantage matériel que vous avez décrit et qu'on a tous en tête, en fait, c'est la Russie contre le reste du monde, en réalité. C'est-à-dire que la Russie a, face à elle, les ressources de l'armée et du renseignement américain, les ressources de l'armée. Ils ont des armes iraniennes et nord-coréennes. Oui, non, mais en fait, on voit que le rapport de force militaire, en réalité, si on regarde juste en termes de matériel et de ressources, fait que mécaniquement la Russie ne peut pas gagner. Justement, j'ai pas cette analyse-là. Certes, pour les renseignements, il n'y a aucun doute. Mais les Ukrainiens, ils demandent des chars de combat occidentaux. Zéro. Des drones occidentaux. Zéro. Des missiles longue portée. Zéro. On leur a donné des HIMARS à 70 km. Ils veulent des systèmes qui vont plus loin. On leur a donné 18 HIMARS. Ces Américains, ils en ont 500. On se rend même pas compte de la disproportion à quel point ils pourraient écraser demain si on leur fournissait réellement du matériel. La guerre serait déjà finie et les Ukrainiens auraient déjà gagné. Alors, on n'en est pas là. Alors pardon, mais pourquoi on ne le fait pas ? Déjà, on a donné à peine la moitié de ce qu'on a promis aux Ukrainiens. Oui, mais alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours eu cette espèce de frontière. Non, mais attention, il ne faut pas entrer dans une forme de co-belligérance, etc. Sauf qu'on se rend bien compte, en fait, que la frontière, elle a été passée par les Américains notamment. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans cette forme d'hypocrisie ? Pourquoi ne pas aller carrément... Benjamin Haddad, pourquoi est-ce qu'on n'écrase pas Poutine ? Non, mais la question, c'est pas d'écraser. La question, c'est effectivement de quoi les Ukrainiens ont besoin pour pouvoir se défendre et libérer leur territoire. Et moi, on a eu un débat là-dessus à l'Assemblée nationale lundi. Moi, j'ai plaidé pour qu'on livre plus d'armes. Il y a déjà eu la montée en gamme. Je pense qu'on a dépassé les débats entre armes défensives, armes offensives, parce qu'en fait, c'est un débat assez théorique et symbolique. Mais je veux dire, quand vous défendez votre territoire avec des armes anti-chars ou déjà anti-aériennes, déjà, c'est des armes qui tuent. Donc, d'une certaine façon, elles sont offensives, mais elles sont, je dirais, presque philosophiquement défensives parce que, de fait, vous êtes en train de vous défendre. On est monté en gamme parce qu'en plus, maintenant, on est sur d'autres types de conflits, par exemple
exemple, quand on regarde au Donbass, où là, on est vraiment sur des territoires plats, on a besoin de véhicules blindés, etc., d'artillerie. Mais les Ukrainiens disent on a besoin de tanks, par exemple. Alors peut-être notamment que les Tchèques, me semble-t-il, sont en train de commencer à en livrer. Mais ça reste du soviétique modernisé. Voilà. Oui. Il y a des débats. Bon, après, il y a eu des débats sur la question de pouvoir les utiliser. Donc c'est pour ça, effectivement, que c'est essentiellement des pays d'Europe centrale qui ont du matériel soviétique que les Ukrainiens sont capables d'utiliser assez rapidement. Il faut aussi un consensus dans l'Alliance, parfois, pour livrer certaines armes, pour être sûr qu'elles soient utilisées à bon escient. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Je reviens juste à ma lubie de ce soir. Vous le voyez sur l'écran, cet anniversaire de Vladimir Poutine, c'est 70 ans. Ah mais si, je suis désolé. Vous pourrez la poser dans un instant. Mais je veux juste qu'on revienne sur cet anniversaire. Systématiquement, il y a effectivement des événements pour montrer à quel point il est soutenu, à quel point il est, populaire, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire cette année, Poutine ? Mais il était populaire jusqu'à cette guerre. Il est populaire quand il convoque les gens sur la place rouge pour fêter l'annexion. C'est pour ça qu'il a peut-être fait en avance une semaine son anniversaire. On ne peut pas nier l'adhésion qu'il y avait quand même du peuple russe envers Poutine jusqu'à ce qu'il fasse cette erreur stratégique énorme. Il y avait quand même un attrait d'un certain nombre de populations dans les pays d'Europe de l'Ouest en faveur de Poutine également. Donc il y avait quand même une montée, une attirance qu'on ne pouvait pas négliger. Ça touche pas tout le monde, je veux dire, mais il y avait quand même une réalité il y avait un soft power de Poutine. En fait, ce que vous racontez depuis tout à l'heure, à la fois sur la question des armes, que en gros le côté occidental n'avait pas vu à quel point c'était une débâcle et qu'ils avaient des armes de merde en gros, et dans un autre temps le culte de la personnalité, excusez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à l'URSS, tout ce que vous racontez. Et pour le coup, Joseph Staline, mais vous avez exactement la même chose. Je peux vous dire, les anniversaires de Joseph Staline, c'était aussi quelque chose. Il réunissait toutes les petites filles là qui chantaient en costume traditionnel, qui venaient de toutes les républiques soviétiques et qui venaient les unes derrière les autres avec des petites chandelles. Franchement, ça ressemblait un peu. Bon, là, c'était une manif, mais non, c'était pas une manif en réalité. C'était pas une manif. C'était vraiment un. Franchement, ça ressemble à l'anniversaire de Joseph Staline. C'était pas une manif. Ce qui est vrai, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que Vladimir Poutine a redonné une forme de fierté aux Russes après l'effondrement de l'Union soviétique, après les années Gorbatchev. Il a redonné une forme de fierté à la Russie. Il a donné le sentiment aux Russes qu'ils étaient une nation qui, à nouveau, avait de l'influence et pesait au niveau mondial, notamment en tenant tête aux autres pays du G20 ou du G8 quand il y avait des réunions internationales. Il a plusieurs fois tenu tête à tous les dirigeants occidentaux et il a redonné une forme de fierté à la Russie, également aussi une forme de lustre économique grâce à l'énergie et au pétrole et au gaz russe. Et donc, et surtout, il assurait la sécurité de son pays. Aujourd'hui, ce conflit, en réalité, le prend en défaut parce que, justement, ce qu'il incarnait, c'est-à-dire cette espèce de force, cette espèce de protection, cette espèce de fierté russe, aujourd'hui, s'effondre dans ce conflit-là. C'est pour ça que cet anniversaire est très cruel, parce que il arrive en fait à la démonstration de tout ce qu'il n'était pas. Et puis les anniversaires, c'est le moment où vous revenez sur ce qui s'est passé, sur vos années passées, etc. La BBC a fait un travail cet après-midi où ils sont revenus en 7 archives sur la vie de Poutine au fil des ans, évidemment. Alors on va pas vous passer les 7 archives ce soir, mais j'ai retenu 2 choses, 2 images. D'abord, sa ceinture noire de judo à 18 ans, en 64. Alors là, les images qu'on va voir sont plus récentes, mais ceinture noire de judo en 64. Et Poutine dit, pour ce qui est du combat, pas forcément du judo, mais pour ce qui est du combat, il faut toujours frapper en premier, frapper tellement fort que ton adversaire ne se relèvera pas. C'est ce qu'il a essayé de faire avec l'Ukraine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Xavier Titelman, le judoka que l'on voit, quelles options est-ce qu'il a ? Il a essayé de frapper fort. Ça a échoué. Il a fait le maximum. D'un point de vue militaire, le fait qu'il n'ait pas de militaire, il peut avoir... S'il avait fait cette mobilisation au mois de mars... Certes, il aurait pu former des gens pendant 3-4 mois. S'il avait eu des alliés qui l'avaient soutenu, il aurait pu avoir du matériel, des tanks, etc. Aujourd'hui, ce ne sont que des gens qui vont arriver en première ligne, qui n'auront pas de matériel. Il n'y a pas de sortie par l'arme conventionnelle dans cette guerre pour la Russie. Autre image, on est à la fin des années 80, Poutine est dans le KGB, en poste en Allemagne, évidemment l'URSS s'effondre, il vit dans sa chair parce qu'il se retrouve coincé à ce moment-là, il appelle pour qu'on vienne le chercher, etc. On lui dit mais Moscou ne répond pas de toute façon, donc débrouille-toi. Ça, cet épisode-là dans la vie de Poutine, Benjamin Haddad, il est encore fondateur. On l'a vu à quel point, on en parlait à l'instant avec Pablo, mais on a vu à quel point ce souvenir de l'Union soviétique est encore extrêmement présent dans le récit de Poutine aussi. Ce souvenir de l'Union soviétique et ce souvenir de la chute de l'Union soviétique, qu'il a dit être la plus grande catastrophe géopolitique du XXIe siècle, qu'il a toujours vécu, lui, comme une humiliation et comme une humiliation de la puissance russe. Et tout ce qui en s'est suivi, c'est-à-dire les années 90,
les indépendances des États de l'Union soviétique, les pays de l'ancien pacte de Varsovie, donc d'Europe centrale et orientale, qui se tournent vers l'Union européenne et l'OTAN pour recouvrer leur souveraineté. Tout ça, il l'a vécu comme une humiliation, et c'est ce qu'il a voulu déconstruire en fait au pouvoir. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc il est au pouvoir maintenant depuis 22 ans, il a 70 ans. On a eu des débats depuis des mois sur a-t-il changé, est-il malade, peut-être mourant, etc. Et en fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence dans son parcours depuis 22 ans. Au contraire, il devient Premier ministre en 1999, lance au bout de quelques semaines la deuxième guerre de Tchétchénie avec les brutalités et les crimes de guerre que l'on connaît. Et puis après, ça a toujours été un joueur. C'est toujours quelqu'un qui a beaucoup plus accepté la prise de risque que les Occidentaux, avec évidemment une grande brutalité aussi. Mais... 2008, la Géorgie. Alors, il teste les Occidentaux. Bien sûr, la Géorgie. 2014 déjà avec l'annexion de la Crimée. 2015, l'intervention en Syrie pour soutenir le régime criminel de Bachar el-Assad. Les assassinats d'opposants politiques dans nos démocraties, en Angleterre par exemple, tout ce qui a été fait ces dernières années. Et donc, il a pas changé. Il a peut-être là clairement fait un mauvais calcul. Il s'est embarqué dans une mauvaise aventure où il a clairement surestimé son armée, sous-estimé les Ukrainiens. Mais sous-estimé le soutien des Occidentaux Sous-estimé aussi. le soutien des Occidentaux. Mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, les Américains eux-mêmes, en fait, avaient surestimé l'armée russe et sous-estimé les Ukrainiens. Mais on voit en fait une assez grande cohérence, mais peut-être la fin de son aventure. L'image du tigre, c'est en 2008, c'est au moment de la Géorgie. Mais alors, ce qui est aussi assez intéressant pour tirer le fil que vous tirez, Benjamin Haddad, c'est qu'il y a aussi, en fait, face à lui, voilà, dans une forme de sidération, vous rappeliez, en fait, la Tchétchénie, la Géorgie, etc. C'est la sidération dans laquelle sont les Européens et la capacité qu'a eu Poutine à justement défaire, en fait, les possibles, le front qu'aurait pu être l'Union européenne ou l'OTAN par ailleurs, cette capacité qu'il a eue en fait à jouer véritablement sur les divisions intrinsèques aux Européens, elle a été aussi fondamentale. Et là-dessus, il a eu cette capacité et là finalement, il aura fallu 22 ans pour que les Européens sortent de cette naïveté et il aura fallu l'Ukraine. Avec un événement en plus qu'on ajoute dans notre album photo pour les 70 ans de Poutine, c'est notamment Emmanuel Macron qui en parlait. Voilà, c'est le Covid et les conséquences du Covid. L'isolement de Poutine, l'isolement physique de Poutine, on le voit là, qui refuse le contact avec ses hôtes étrangers. Et Emmanuel Macron, Xavier Tellman le disait, il y a eu un moment charnière ces derniers mois, ces dernières années, avec le Covid, qui a complètement isolé Poutine au Kremlin et qui se méfie encore plus et qui se défie encore plus de l'extérieur. Je suis pas un fin connaisseur je suis plus côté militaire, mais c'est vrai qu'on voit et on l'entend qu'il est même en prise directe avec les hommes sur le terrain, qu'il ne fait plus confiance à sa chaîne de commandement. Les troupes de Wagner, a priori, c'est lui qui leur donne des ordres directs, y compris des ordres idiots de ne pas se retirer et donc d'avoir encore plus de pertes quand une ville comme Nivan va tomber. Donc oui, il ne croit plus les personnes qui sont autour de lui. Ça, on le voit en tout cas sur le côté militaire. Après, son isolement, c'est dramatique. Ces photos, c'était simplement ridicule. Oui, mais en fait, c'est exactement comme tous les dictateurs un peu en fin de course, comme je reviens à Joseph Staline. Joseph Staline, dans les dernières années de sa vie, il ne faisait plus confiance non plus à sa chaîne de commandement. Il avait l'impression qu'on allait l'empoisonner de façon systématique, donc il était complètement reclus, il avait peur de tout, etc. C'est exactement... En fait, on est en train de revivre exactement ce qui s'était passé avec Joseph Staline. En plus, avec des similitudes, parce c'est toujours à Moscou, c'est toujours en Russie, avec des similitudes qui sont vraiment frappantes. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment... Tout à l'heure, on parlait d'état stratège, c'est comment est-ce qu'on peut prendre autant de temps, c'est ce que vous disiez, Nora, pour comprendre en fait ce que c'est que ce type en fait depuis le début. On sait très bien. Il aurait fallu juste lire ce discours des 2003. Son identité est claire, son identité politique est claire. Comment ça se fait en fait qu'on le laisse faire systématiquement et qu'on le laisse avancer? Emmanuel Macron en 2017 le reçoit à Versailles en grande bien sûr, en pensant comme le tsar Pierre le Grand, en pensant qu'il allait pouvoir le séduire et nouer un lien avec lui qui le ramènerait dans le concert des nations. C'était la grande ambition d'Emmanuel Macron qui, pour le coup, s'est un peu fracassé sur la réalité froide de Poutine. Oui, non, mais on a eu raison, je pense, d'essayer d'établir un dialogue. Tant qu'on le faisait en étant unis avec les Européens, en étant unis avec nos alliés américains aussi, les Américains aussi ont essayé, ont parlé. La Russie est un grand pays, il faut essayer de trouver un moyen. Mais c'est vrai que là, on a eu un régime qui ça n'intéressait pas parce qu'en fait, il a bâti
son régime autour de la confrontation avec l'Occident. Oui, mais donc déjà Barack Obama, dès 2008, avait tenté le fameux reset avec Poutine, Trump dans un tout autre genre, plusieurs dirigeants occidentaux, dont le président Macron. Mais fondamentalement, en réalité, ça ne l'intéresse pas parce que ça le fait sortir de cette logique bipolaire qu'il aimerait recréer, dont il est assez nostalgique, en fait, celle de la guerre froide. On avait d'un côté l'Occident et de l'autre côté les Soviétiques, et dans laquelle il s'est enferré maintenant depuis quelques mois. Mais en revanche, les Américains ont tenté d'alerter là, depuis Joe Biden, c'était plusieurs mois avant l'invasion en Ukraine. Ils ont alerté, ils étaient extrêmement agacés par le fait que les Européens ne voulaient pas voir, ne voulaient pas entendre ce qui était en train de se passer. Jusqu'à quelques jours encore avant l'offensive. Donc il y a eu aussi une forme d'aveuglement. Et Emmanuel Macron, ça pour le coup, a aussi été isolé sur le plan européen quand il a continué à avoir des appels avec le président Poutine. Humilier la Russie. Oui, voilà. Cette phrase-là, pour le coup, pour les Polonais, ça a été extrêmement difficile. On va parler des Polonais dans une seconde, mais simplement vous parlez de Poutine et de son rapport à ses généraux. J'ajoute un général, c'est Kadyrov, qui, depuis hier, Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, a annoncé lui-même que Poutine l'avait promu général, que Poutine avait félicité pour ça, évidemment. Kadyrov, on rappelle, c'est lui qui, il y a moins d'une semaine, insultait les généraux russes qui étaient déjà en place et qui avaient lâché la ville de Liman. C'est lui qui disait qu'il fallait larguer une bombe de faible puissance. Il précisait, bombe nucléaire de faible puissance sur le territoire ukrainien. À quoi ça rime, militairement parlant? À rien. Non mais alors, le nucléaire, en soi, ça n'aurait d'intérêt... je parlais de Kadyrov. De Kadyrov? Alors non mais, c'est un électron libre, il fait peur, peut-être que le fait de le faire monter en grade, c'est censé nous faire peur à nous, comme si ça rendait plus crédible l'utilisation de l'arme nucléaire. Peut-être que c'est un message vis-à-vis de nous, ça lui fait certainement plaisir, il distribue des hochets, comme disait Napoléon, ça permet aux hommes de se sentir importants. Bon, Kadyrov, objectivement, il envoie ses troupes à l'abattoir en très très grand nombre, il envoie des hommes de moins en moins formés, il envoie ses 3 fils de 14 ans pour se battre maintenant en première ligne en Ukraine, donc on sait très bien son engagement envers cette guerre. Je ne pense pas que ce grade change quoi que ce soit.